Alors, bienvenue à une autre entrevue dans l'Aquarium à Moving On 2018 à Montréal. Je suis en compagnie de Laetitia Vasseur de l'Association française HOP, H-O-P. Alors, bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est HOP et qu'est-ce que vous faites? Quel est votre mandat? Alors HOP, ça veut dire Halte à l'obsolescence programmée. C'est une association que j'ai créée il y a 3 ans, en 2015, à l'occasion de la reconnaissance du délit d'obsolescence programmée en France, ce qui donne les outils aux consommateurs de s'emparer de ce délit pour faire reconnaître leurs droits et d'aller dénoncer certains cas d'obsolescence, mais aussi pour l'association de sensibiliser beaucoup plus globalement sur l'allongement de la durée de vie des produits, à savoir qu'on veut des produits plus durables et plus réparables. Délit, c'est un délit en France que de produire quelque chose qui a une durée de vie très limitée dans le temps. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est un concept assez novateur pour nous ici, Nord-Américains. Oui, c'est assez unique même en France et en Europe. La France a reconnu donc, dès 2015 l'obsolescence programmée comme un délit, c'est-à-dire la volonté, les stratégies des industriels, des metteurs sur le marché pour être plus précis, de raccourcir volontairement la durée de vie des produits pour en renouveler l'achat. Donc pour nous forcer à acheter un nouveau bidule le plus rapidement possible. Exactement. On va revenir évidemment sur ça, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question-là de l'obsolescence programmée? Est-ce qu'on a une épiphanie un matin? Je ne pense pas qu'on se... Je connais pas j'ai des enfants, mes enfants ne m'ont jamais parlé qu'ils voulaient travailler dans l'obsolescence programmée plus tard. Comment vous êtes arrivé là? Moi non plus, je n'avais pas dit ça à mes parents quand j'étais petite, mais en fait, je pense que comme beaucoup de consommateurs, j'ai été moi-même victime et énervée, frustrée de cette volonté un peu agressive des commerciaux et des entreprises de toujours essayer de forcer un peu la main à l'achat. Et cette surconsommation, déjà, me révoltait depuis assez longtemps. Ensuite, j'ai été sensibilisée par un documentaire que j'invite tout le monde à regarder qui s'appelle Prêt à jeter, de Cosima Donaridzer, qui était passé sur Arte, qu'on peut trouver sur YouTube facilement, et qui est vraiment un bon documentaire pour comprendre le phénomène de l'obsolescence programmée. Ensuite, j'ai travaillé à l'époque au niveau de la loi, au Parlement français, et donc j'ai voulu m'emparer de ce sujet pour le traduire au niveau législatif. Et ensuite, quand je suis partie voyager un peu, aussi j'étais vraiment à la rencontre d'autres modes de vie, plus dans la sobriété, et quand je suis revenue en France, j'ai eu envie de créer un mouvement associatif citoyen autour de cette question qui est vraiment au carrefour des intérêts à la fois économiques du consommateur, mais aussi écologiques, vraiment très importants, et social. Donc, alors, il y a une loi en France, le seul pays au monde présentement à avoir cette loi-là, qui fait en sorte que, nous l'avons dit, c'est un délit. Vous avez décidé de vous emparer de cette loi-là et d'attaquer devant les tribunaux une entreprise. Alors, parlez-nous un peu de cette aventure-là. Oui, alors cette loi, elle a permis des avancées déjà de reconnaître un phénomène, des droits pour le consommateur, et puis elle nous a permis à nous d'éditer plusieurs rapports, de faire des investigations. Donc le premier cas était sur les imprimantes qui cristallisaient beaucoup de frustration. Sur le domaine des imprimantes, nous avons enquêté et nous avons fait un rapport qui se trouve sur notre site halteobsolescence.org, et ensuite ça a donné lieu à un dépôt de plainte qui visait en particulier Epson, et ensuite le procureur de la République a décidé d'ouvrir l'enquête. Donc aujourd'hui c'est une enquête ouverte, en cours. Gouvernementale? C'est une enquête oui, de la part de l'État. Du procureur de la République. Et puis ensuite, on a aussi étudié la question des Apple, des iPhones d'Apple, et on a déposé une seconde plainte. Comme ceux-là qui fonctionnent depuis un bout de temps, très, très, très lentement à cause d'un système d'exploitation que l'entreprise a finalement admis qui causait ce genre de problème-là. Oui, ils ont admis ça en décembre, et c'est suite à ça qu'on a déposé une plainte en France pour obsolescence programmée. Et de la même manière, le procureur de la République a décidé très rapidement d'ouvrir l'enquête, considérant qu'il y avait vraiment des éléments sérieux pour creuser cette question de l'obsolescence sur les iPhones. Alors, donc, présentement, 2 enquêtes de la part de l'État français, une sur les imprimantes et la compagnie Epson, une sur les téléphones dits intelligents et Apple. Comment, j'imagine que vous auriez peut-être pu choisir une autre compagnie qui fait des imprimantes ou une autre compagnie qui fait des téléphones. Comment est-ce qu'on choisit une entreprise pour porter plainte? Est-ce qu'il y a un certain nombre de critères que vous regardez?
Alors, on fait des enquêtes souvent qualitatives et aussi parfois quantitatives et qualitatives. Sur le cas des imprimantes, on s'est concentré sur ce produit déjà parce qu'il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de plaintes des consommateurs. C'était un sujet qui revenait tout le temps dans les débats. Et puis, on a vraiment voulu savoir, mais qu'est-ce qui se cachait vraiment? Est-ce qu'il y avait vraiment d'obsolescence dans les imprimantes, vu qu'on en parlait tout le temps? Et on a fait vraiment une enquête. Pendant plusieurs mois, on est allé interroger toutes les parties prenantes. Et du coup, on a regardé vraiment toutes les marques, enfin les grandes marques. Et dans notre plainte, en fait, on cible plusieurs marques. On cite Canon, HP, Brother et finalement Epson. Après, c'est sur Epson qu'on a trouvé le plus d'indices d'obsolescence programmée, donc on a creusé encore davantage. Après, c'est aussi pour des questions de moyens. On ne pouvait pas faire une enquête sur toutes les imprimantes, toutes les marques, mais ça pourrait donner lieu à beaucoup plus d'enquêtes. On pourrait par contre penser que c'est peut-être le rôle de nos gouvernements que de faire ce genre d'enquête-là et non pas une association, une association comme la vôtre ou encore comme Équiterre de faire ce genre de travail-là. Oui, c'est à l'État de veiller au respect de la loi, n'est-ce pas? Après, c'est vrai que le rôle des associations, des ONG est très important pour cibler, ou voir des médias parfois, pour cibler là où le bas blesse et puis du coup déposer plainte. Et là, le procureur a repris à son nom l'enquête et on en est très heureux. Et dans le cas des téléphones, vous avez choisi Apple probablement pour les mêmes raisons. Vous avez regardé un peu ce que les gens disaient, les plaintes qu'il y avait eu sur les téléphones intelligents, et vous avez trouvé qu'il y en avait plus pour Apple que pour les concurrents? Alors sur Apple, c'était un peu différent. C'était un peu pareil. Déjà, on dénonçait l'obsolescence des téléphones intelligents depuis assez longtemps parce que pour nous, c'est une triple obsolescence, à la fois technique, avec parfois par exemple des batteries qui sont indécollables, des choses comme ça, mais aussi logiciel avec les mises à jour qui ralentissent le téléphone, et puis esthétique avec un marketing hyper agressif. Tous les 6 mois, vous avez un nouveau téléphone, etc. Donc pour nous, c'est vraiment les cumulards de l'obsolescence programmée. Et puis en décembre, là, on a eu la déclaration d'Apple disant qu'en effet, ils ralentissaient volontairement les téléphones. Donc l'occasion était trop belle, on a porté plainte en creusant un petit peu. Il y avait aussi une étude en parallèle qui montrait qu'il y avait vraiment un ralentissement observé chez les consommateurs. Et puis nous, on a montré que bizarrement, ce ralentissement, il intervenait au moment où il y avait la sortie d'un nouveau iPhone. Donc voilà, ça pouvait montrer qu'il y avait vraiment assez d'éléments pour parler d'obsolescence programmée. Étrange coïncidence. Exactement. Après, ça ne veut pas dire que les autres marques ne font pas de l'obsolescence programmée, mais on n'a pas forcément étudié encore ces cas-là. Donc, 2 cas devant l'État français. Avez-vous une idée de l'échéancier pour que le gouvernement rende un verdict ou le gouvernement rende un verdict sur ces dossiers-là? Est-ce qu'on a une idée du temps que ça peut prendre pour faire ce genre d'enquête-là? Non, c'est difficile à dire. C'est le temps de la justice qui n'est pas le temps médiatique, qui est assez long. Donc aujourd'hui, on contribue à l'enquête de la meilleure façon qu'on puisse le faire. Et maintenant, voilà, ça risque de prendre au moins 1 an. Et il faut le dire aussi, on est en terrain inconnu, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai que ces dossiers-là, ces premiers dossiers vont faire jurisprudence. La loi est à la fois assez floue et aussi assez précise dans ses termes. Donc on verra s'il faut adapter cette loi à l'avenir pour qu'elle puisse s'appliquer d'une meilleure manière. Mais c'est vrai que pour le moment, tout est permis. Est-ce que, donc, on l'a dit, la France est le seul pays à le faire présentement. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose d'exportable? Est-ce qu'on pourrait faire ça ici au Canada? Est-ce qu'aux États-Unis, ailleurs en Europe ou même dans certains pays émergents? Oui, clairement, je crois qu'on peut s'inspirer du modèle français qui a été assez pionnier en la matière. Non seulement sur le délit, mais aussi, par exemple, sur l'obligation d'afficher s'il y a des pièces détachées. Pour le fabricant, il doit donner cette information au vendeur qui doit lui-même la donner au consommateur pour savoir si on pourra réparer plus facilement un produit ou non. Sur les garanties, en France, on a une garantie légale de conformité de 2 ans. Ça veut dire que tous les produits sont garantis pendant 2 ans et c'est une garantie effective. Donc ça aussi, ça peut s'appliquer ailleurs. Ensuite, là maintenant, on a été encore plus loin avec la feuille de route économie circulaire du gouvernement. Le gouvernement français s'est engagé il y a quelques semaines à afficher de manière obligatoire l'affichage de la durabilité des produits. Donc nous allons travailler à ça maintenant, c'est de travailler en collaboration avec les entreprises volontaires
claire et pionnière, à savoir quel affichage on peut donner de la réparabilité, de la durabilité d'un produit pour pouvoir faire un choix en tant que consommateur en pleine conscience. Aujourd'hui, vous voulez acheter un ordinateur ou une machine à laver, vous avez très peu d'informations pour savoir lequel va durer le plus longtemps, va être le plus réparable. D'un modèle à l'autre. Donc, on cherche à identifier des entreprises qui seraient prêtes à prendre des engagements pour dire, bon, ben, mon produit, moi, je garantis qu'il va durer tant de temps et... Oui, ça va plus loin, ça va même plus loin que ça. C'est vraiment un référentiel de critères objectifs sur lesquels on pourrait noter les produits, les entreprises, pour savoir donner des indications sur la durabilité, la réparabilité, pour pouvoir comparer les marques entre elles. Dernière question, j'en aurais beaucoup d'autres, mais le temps nous manque. La semaine dernière, on s'est croisés. Vous avez participé au lancement d'un rapport que Équiterre a rendu public ici avec Options Consommateurs. Un rapport qui parle beaucoup du rôle des consommateurs et vous êtes un peu critique de cette approche-là. Vous pensez que ce n'est pas nécessairement ce qui devrait être fait? Je pense que chacun peut faire sa part pour l'allongement de la durée de vie des produits. Le consommateur, bien sûr, comme le souligne bien le rapport Équiterre, peut faire des choses, à la fois aller vers l'économie collaborative, plutôt privilégier l'usage, la réparation, la réutilisation, tout ça c'est très important. Mais ce n'est pas toujours possible. Mais ce n'est pas toujours possible et c'est pas, voilà, pour l'obsolescence en général, il faut aussi faire d'une voix commune, celle des consommateurs, pour dire nous ne voulons plus de produits jetables, nous voulons des produits durables et réparables. Et les entreprises ont une grande responsabilité envers cela, donc il faut réclamer clairement des choses auprès des entreprises à travers la voix citoyenne et la voix de l'État, enfin, à travers des normes, pour aller vraiment vers des produits durables et réparables, pour que vraiment les entreprises comprennent le message et soient vraiment incitées à produire des choses qui sont mieux conçues, parce qu'elles ont aussi une grande responsabilité là-dedans. Laetitia Vasseur de l'organisation française Halte à l'obsolescence programmée, merci beaucoup et bonne conférence à Moving On 2018. Merci à vous.